Bienvenue sur Nexus. On est parti pour un nouveau numéro de cette petite émission sur le RIC et la démocratie directe. Et juste avant, je vous présente le magazine Nexus, hein, bien sûr, magazine papier que vous trouvez en kiosque près de chez vous. Et vous pouvez vous abonner sur nexus.fr. Plus il y a d'abonnés, plus on peut faire de tirages et titiller notre gouvernement autant que faire se peut. Et les cafés Nexus, hein, bien sûr, pour créer justement des ateliers de RIC, de démocratie directe. Venez si vous voulez à Paris. Ça, on va en mettre de plus en plus dans toute la France, mais pour l'instant, c'est toujours 14 rue de Pâté, tous les premiers samedis du mois, de 14h à 18h. Donc, a priori, cette émission passe en août et le prochain numéro, le prochain Café Nexus sera le 5 septembre, le samedi 5 septembre, c'est tous les premiers samedis du mois. Alors, j'accueille nos invités. Bonjour à vous trois et merci d'être avec nous. Tu vas nous présenter Emma de Vigimedia qui est avec nous. On fait cette émission avec Vigimedia, qui est une association qui alerte contre la désinformation de nos médias surpayés. Souvent, ce sont ceux qui disent qu'il y a de la désinformation, qui font de la désinformation. Et justement, heureusement qu'on a des collectifs et des associations comme Vigimedia pour essayer de protéger nos citoyens. Emma, peux-tu nous présenter nos deux invités du jour ? Merci Romain. Alors bonjour à tous. Oui, je vous présente donc Clara Egger et Raoul Maniberton. Vous êtes tous les deux, moi je vous ai rencontrés par l'ouvrage paru en 2019 pendant les Gilets jaunes, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous. Ensuite, par le mouvement Espoirique, par la candidature de Clara Egger en 2022 au présidentiel. Pour être honnête sur mes conflits d'intérêts, entre guillemets, moi j'avais recherché des parrainages pour Clara en 2022. Et aujourd'hui, vous êtes donc dans un parti, c'est plus le mouvement Espoirique, un parti qui s'appelle Solutions démocratiques, avec toute une recherche pour les présidentielles, pour l'instant faire des directs où vous interviewez beaucoup de candidats et où tous les candidats qui sont volontaires. Là, j'ai regardé dernièrement, il y avait Nathalie Arthaud et Nicolas Dupont-Aignan sur la chaîne de Solutions démocratiques pour voir un petit peu leurs projets. Ma première question, ce serait du coup, peut-être vous pouvez nous rappeler exactement ce que vous entendez par référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle et comment se passe un peu ce début de campagne. Voilà. Je parle du RIC. Ok, je parle de RIC et Clara parle de la campagne. Alors, le référendum d'initiative citoyenne constituant, c'est quelque chose qui peut être un peu effrayant, pas pour les gens qui connaissent ici, mais c'est vrai qu'on peut s'expliquer très simplement, c'est-à-dire c'est l'idée que l'initiative des lois, la possibilité d'écrire la loi et la possibilité de la voter, et pas seulement la loi, mais la loi la plus importante de notre pays, doivent pouvoir être faite par chaque citoyen et pas seulement par leurs élus. Attention, ça ne veut pas dire qu'on remplace les élus. Ça, c'est les citoyens que quand ils ont le référendum d'initiative citoyenne constituant, ils peuvent choisir s'ils ont ou non des élus et pourquoi faire, etc. Mais ce qui est le plus important, c'est que ce qui décide les élus, les citoyens peuvent le corriger directement. Par contre, ce que décident les citoyens, les élus ne peuvent pas le corriger. Donc, c'est ça le référendum d'initiative. Alors, très concrètement, par exemple, toi, Emma, tu as un projet pour empêcher les médias de dire n'importe quoi, par exemple. De tirage au sort de l'ARCOM, par exemple. Par exemple, voilà. Donc, tu dois écrire ton texte de loi. Donc, la première chose, c'est que tu vas t'entourer de personnes qui pensent comme toi, qui sont d'accord et que vous discutez ensemble comment le faire. Puis après, vous mettez ensemble plusieurs autres associations pour voir quelles autres associations vont s'organiser autour de ça. Et donc, une fois que vous êtes d'accord sur un texte, vous lancez une pétition. Et si vous arrivez, donc là, notre proposition, c'est à 700 000, cela déclenche un référendum. Il y a une période de débat de 3 mois et si la majorité des Français qui votent sont d'accord avec votre loi, elle rentre directement dans la Constitution de façon à que le Parlement ne pourra pas la changer sans un vote. Okay? Donc, c'est ça, très concrètement, de quoi il s'agit. Ça veut dire que si on change la Constitution, on doit obligatoirement voter et ça veut dire aussi que certes, les parlementaires et les ministres peuvent proposer des lois, mais les citoyens aussi, lorsqu'il arrive à un seuil de signature suffisamment élevé. Et pour le début de campagne, j'enchaîne. Salut Romain, salut Emma, ça fait plaisir de vous revoir, ça fait un petit temps.
et bonjour à tout le monde. C'est un début de campagne qui se passe bien. Nous, on s'est lancé un peu symboliquement en avril, en fait 1 an pile poil, sachant qu'on a appris, je crois, beaucoup de choses depuis 2022. La chose majeure, tu le disais, Emma, qu'on a changé, donc on s'est doté d'un parti politique, puisqu'il faut savoir qu'avec Espoiric, qui existe toujours et qui soutient la candidature, on était plutôt un collectif de citoyens. Et du coup, j'aime bien le rappeler, en fait, on a démarré sans capital politique, on connaissait personne dans le monde politique, sans capital médiatique. J'étais pas connue, je suis toujours pas très connue, mais en tout cas, j'étais zéro. On ne savait pas du tout qui j'étais. Et sans capital financier, c'est-à-dire la campagne, elle a tourné en mettant un peu de chaque bout, on a peut-être dépensé en tout et pour tout 15 000 €. Et je compte vraiment aussi les personnes qui sont allées... Toi, Emma, je crois que tu étais déjà en région parisienne, mais voilà, dans zone rurale, les gens qui ont dû financer des pleins, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose, quoi, pour aller voir des maires. Et du coup, on est parti de cette expérience-là pour dire, en fait, si on veut vraiment peser dans cette campagne, faut se doter d'un véhicule qui nous met un petit peu à égalité. Donc, on a créé un parti et qui a, en fait, l'opportunité majeure. C'est pas facile. Et là, je pense que je voulais vraiment remercier Albin Guillot, qui s'est collé vraiment toute l'administration autour de ça, qui n'a rien lâché, qui a fait un travail considérable administratif pour que ce parti vive. Et ça a un avantage majeur, c'est que ça permet aux gens qui n'ont pas beaucoup de temps et même pas beaucoup de moyens de pouvoir, s'ils payent l'impôt sur le revenu, bien sûr, donner des dons à Solutions démocratiques et être défiscalisés. C'est-à-dire que leur don, au lieu de leur coûter, disons, s'ils donnent 10 €, il leur coûtera 4 € parce qu'il y aura 6 € qui seront déduits de leur impôt. Donc voilà, grâce à ça, on est une équipe beaucoup plus structurée, beaucoup plus professionnelle. Allez, je donne le petit chiffre. On a fini avec Espoiric avec 36 parrainages. Et là, aujourd'hui, donc on est le 3 août au moment où on parle, et on a déjà 36 expressions d'intérêt. Ça ne veut pas dire des parrainages, parce qu'à ce stade-là, on ne les collecte pas. Ça veut dire des maires qui sont prêts à engager leur nom, à nous soutenir et à éventuellement donner le parrainage. Donc voilà, ça nous a permis aussi d'aller beaucoup plus vite dans la collecte parce qu'on ne partait pas de zéro, où on avait cet outil-là et cette professionnalisation-là. Alors j'avais Romain, je ne sais pas si tu veux intervenir. Vas-y, non, j'avais une mini-question là sur ce qu'ils sont en train d'expliquer. C'est très intéressant. Là, on fait un pas de côté par rapport au RIC. Mais effectivement, sur les campagnes présidentielles, on aura le temps d'en reparler. Moi, ça m'intéresse aussi de voir les biais du système, justement. C'est très intéressant. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui peut même pas se payer... Enfin, en fait, ça coûte de l'argent d'aller voir les maires, d'aller prendre sa voiture. Effectivement, vous en avez parlé, de l'essence, etc. Est-ce que vous pouvez dire encore un petit mot dessus? Est-ce que c'est possible de voir aussi des maires par visio, peut-être, de les appeler au téléphone? Voilà, comment est-ce qu'on fait quand on est un parti et qu'on n'a pas de moyens? Parce que ça, c'est très intéressant aujourd'hui, parce que ça nous ramène à la dépendance qu'on a en tant que citoyen des gros partis politiques. La plus expérimentée ici, c'est peut-être Emma, puisqu'elle a fait ce travail-là. Mais moi, dans le 92, il y a quand même 36 000 communes en France, et de mémoire, les 36 parrainages, c'était sur des petites communes. C'est tout petit, ouais. Nous, dans le 92, c'est des grosses communes, même si je sais qu'il y a des lecteurs de Nexus, que je salue d'ailleurs dans le coin, qui le vendent même. Les mairies, j'ai eu beau appeler, j'ai eu des mails de directeurs de cabinet, j'ai eu des directeurs de cabinet au téléphone, mais c'était voilà, le pire souvenir que j'ai, c'est ici les Moulineaux, où le directeur de cabinet me rigole au nez et me dit mais vous savez où vous êtes ici, vous n'avez aucune chance. Et je suis allée un petit peu dans le 94 à Fresnes, j'étais allée leur donner Si, parce qu'à l'époque, il y avait cet ouvrage qui avait été préparé justement pour la campagne, pour que voter serve enfin, où on avait eu la chance, pour ceux qui pouvaient en avoir quelques exemplaires, de les amener, de les déposer en mairie. Donc, c'est une des stratégies. Mais c'est vrai qu'en Ile-de-France, il y a les transports. Donc, on n'a pas le fait de devoir faire tous les allers-retours, parce que sur la petite commune, quand le maire vous dit « bah oui, je vais vous recevoir, ok, venez », c'est là qu'il faut se déplacer. Il me semble d'ailleurs que vous, Raoul et Clara, vous aviez été sur des entretiens téléphoniques et même physiquement dans certaines petites villes. Et je pense je peux juste donner un chiffre et je te donne tout de suite la parole. En fait, de tous les entretiens physiques qu'on a fait en 2022, aucun des personnes qu'on a... Enfin, s'il y avait une ou deux personnes qu'on avait rencontrées physiquement qui avaient parrainé. Donc, en fait, c'est dire que voilà, c'est beaucoup d'énergie, les rencontres physiques.
pour des retours assez faibles. Mais vas-y, tu voulais… En fait, si on veut vraiment bien informer des démarches quand les gens n'ont pas d'argent et veulent collecter des signatures, tout d'abord, oui, il y a 36 000 maires, il y a 42 000 élus, dont 36 000 maires. Donc déjà, d'entrée, c'est pas la peine d'aller chercher le parrainage de personnes qui sont déjà dans un parti politique. Par exemple, un maire écolo ou un député ou un élu régional qui est LR, il parrainera son parti, mais il n'y a aucun doute. Donc, c'est même pas la peine. Donc, cela devient, il n'y a pas d'élu hors maire, c'est très difficile d'avoir, même si on a eu un. Oui. Et ensuite, dans les maires, dans les 36 000, il y a 26 000 qui sont donc pas encartés parce qu'il y a beaucoup de petites communes en France. Donc, on a 26 000 voix potentielles pour passer. Il en faut 500. Qu'a priori, on se dit, c'est pas mal. Sauf que dans les 26 000, il y a un quart qui parraine. Et il y a 3/4 qui veulent absolument pas parrainer. Pourquoi? Parce qu'un maire aujourd'hui a plein d'emmerdes et il n'en veut pas plus. Donc, le parrainage, quand ils décident de parrainer quelqu'un, il y a toujours quelqu'un de leur village qui leur dit mais pourquoi tu as choisi celui-là et pas là? Et donc, ils veulent éviter ce conflit. Et ensuite, ils veulent éviter aussi que le président de l'agglo et de la communauté commune, qui lui est certainement encarté, dit mais qu'est-ce que tu as parrainé ça, puisqu'il y a quand même des fonds à donner. Donc, pour ne pas se faire aucun ennemi, les maires ne parrainent pas. Donc, le taux de participation au parrainage, c'est 25%. Quand tu penses, c'est beaucoup plus bas que la pire élection où il y a eu le plus haute abstention chez nous, c'est-à-dire une régionale pendant le Covid. Donc voilà, c'est ça qui devient difficile parce que quand on fait un quart de 26 000, ça devient 7 500 et donc ça devient beaucoup plus étroit, la marge pour trouver des parrainages. Mais là, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'il y a 34 000, 35 000 et entre les deux de communes en France. C'est que de 500 parrainages. Mais du coup, les maires vont préférer ne pas donner de parrainage, même pour soutenir un petit candidat ou un candidat alternatif, justement, qui ne va pas être avec des partis qui sont surfinancés, etc. C'est très intéressant, c'est-à-dire que là, on est face à un biais de structure. Et ça, je crois qu'avant, je n'ai pas retravaillé ce point-là avant l'émission, mais je crois qu'avant, les parrainages étaient anonymes, justement. Alors non, et ça a été pire. Maintenant, on sait tous les parrainages et avant, on savait un échantillonnage. Ouais. Donc même avant, il y avait un risque d'être échantillonné et on sait pour qui on a. Mais maintenant, c'est sûr. Donc ça a augmenté ce problème. Et avant la dernière fois, mais ce que tu dis est très juste, c'est-à-dire que quand tu compares au Sénat, par exemple, on a des sénateurs qui sont élus par des grands électeurs, c'est-à-dire des élus locaux, typiquement. Donc les maires et les conseillers municipaux votent pour les sénateurs. S'ils ne votent pas, ils ont une amende. On considère que le vote est obligatoire. Par contre, le parrainage, non. Non seulement il n'est pas obligatoire, mais du coup, quand il n'est pas obligatoire, il y a des pressions pour ne pas le faire aussi. Donc, c'est vraiment ennuyeux parce que, et je pense que c'est utile de le diffuser, cette info, parce que dans tous les États européens dans lesquels le président est élu, donc l'Irlande, la Finlande, l'Autriche, Portugal, enfin, je ne fais pas toute la liste, eh bien, les parrainages citoyens existent. Ça veut dire que si tu as 500 000 citoyens, tu peux être candidat. En France, non. Il y a les parrainages que des élus. Mais du coup, c'est là dans les responsabilités aux élus. Je veux dire, la plupart d'entre eux, ils n'utilisent pas le privilège qu'ils ont. Donc, c'est assez choquant quand tu vois ça. Et je pense qu'une bonne campagne, au-delà de nous, mais en général, ça serait de mettre la pression à son maire pour parrainer. Celui qui veut, mais parrainer. Parce que ça, c'est quelque chose de très intéressant.
Ça, ce serait très intéressant, effectivement. Alors, on reviendra sur les parrainages, mais on refera peut-être une vidéo ensemble, si vous avez le temps, dans un prochain temps. Parce qu'effectivement, se parler de cette structure pour les campagnes présidentielles est très, très intéressant. Revenons sur le RIC et la démocratie directe. Emma, c'est notre sujet principal. Oui. Qu'est-ce que tu Alors- veux aborder comme thématique? Alors, j'avais une première question sur quelque chose qu'on me dit souvent quand moi je milite pour le RIC, c'est que les jeunes sont de plus en plus bêtes et que du coup, alors on ne me le dit pas si souvent, mais ça revient, et que du coup, c'est pas forcément quelque chose qui est une bonne idée, que d'abord il faudrait que les jeunes montent en compétences. Et il m'a semblé voir quand même beaucoup de têtes assez jeunes et à Espoir RIC et puis dans des vidéos de solutions démocratiques. Je pense d'ailleurs au témoignage de Nelly, je crois que c'est Nelly Darbois, sur le référendum de 2005, où elle explique qu'elle était même pas encore en âge de voter. Du coup, ma question, c'était l'âge médian déjà des militants Solutions démocratiques, Espoiriques, et cette idée en général générationnelle. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt le référendum d'initiative citoyenne qui va plutôt mobiliser des militants d'une génération très jeune, plutôt les années 80-70, ou plutôt des vieux militants ou est-ce que vraiment on est dans quelque chose avec une grande diversité? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour la première, c'est une très belle question et très juste. Pour te dire qui attire, il faudrait comparer avec le groupe de militants en général. Oui. Parce que le groupe de militants en général ne sont pas du tout représentatifs de la population. Et les retraités, par exemple, sont très, très militants. Quand tu vas à, je sais pas, à une réunion du PS ou du LR, eh ben, on trouve les retraités sont très surreprésentés. Et donc, nous, on le voit chez nous aussi. Hein, il y a quand même une présence. Mais par rapport à ce que j'ai pu voir des autres partis, effectivement, on a une population plutôt jeune. Je t'en paierai Mais c'est pas par rapport à la population française. C'est-à-dire qu'on a quand même, on a même créé un groupe Solutions démocratiques jeunes, c'est-à-dire moins de 25 ans, pour essayer de faire en sorte qu'ils se trouvent pas tout le temps entre des gens plus âgés qui leur expliquent la vie. Et effectivement, cet argument que les jeunes sont cons est quand même. Déjà, l'argument que les électeurs sont cons, ça se discute, c'est un argument on a souvent fait face, mais sur les jeunes en particulier, j'aurais tendance à dire, statistiquement, les jeunes sont mieux diplômés, plus diplômés que leurs aînés. Donc, probablement, ils sont formés. Si on prend ça comme un signal de fait qu'ils ont accumulé de l'information, c'est sûr que c'est plus. Maintenant, si en étant plus diplômés, ils sont quand même plus nuls, c'est la faute aux vieux qui leur donnent les cours. Non? Donc, comme de toute manière, on n'en sort pas, hein, on peut pas. Mais peut-être quelque chose que je voulais ajouter, parce que du coup, je suis prof dans la vie professionnelle, c'est que quelque chose que je constate, et alors ça a été un effet très très fort du Covid, c'est qu'on a eu un discours extrêmement culpabilisant à l'égard des jeunes. C'est-à-dire, c'était ceux qui voulaient profiter de la vie en tuant tout le monde. C'était ceux qui ne respectaient pas les règles sanitaires, alors qu'on sait qu'ils les ont respectées beaucoup plus. Ils ont été très lourdement impactés. Et on observe quand même quelque chose qu'on dit assez peu sur les effets indirects de la gestion de cette crise, c'est qu'on a des problématiques de santé mentale chez les jeunes qui sont très, très importantes. Et donc, du coup, ces facteurs-là, on les fait aussi quand vous n'allez pas très bien, quand ni le monde professionnel ni la société ne vous donne une grande place. En fait, il ne faut pas s'étonner que l'engagement dans la cause politique, ce n'est pas ce qui vous vient d'abord en premier à l'esprit, parce qu'il y a beaucoup de chances que vous tombiez, comme dit Raoul, sur des personnes plus âgées qui vous expliquent que quand même, eux, alors moi j'ai tout entendu, j'ai entendu dans les années 68, nous on sortait dans la rue, dans les années 80, nous on sortait dans la rue, et voilà. Et vous, aujourd'hui, vous ne faites rien. D'ailleurs, quelque chose qui avait été assez intéressant en 2022, souvent on m'avait demandé, est-ce que vous avez fait face à du sexisme? Plutôt pas. Par contre, on a beaucoup souligné que j'étais jeune. C'est-à-dire, on a dit la jeune, et voilà, j'avais 32 ans, donc j'étais pas très jeune non plus. Mais en tout cas, voilà, au regard des autres candidats, j'étais plus jeune pour aussi appuyer une forme de naïveté, une forme de manque d'expérience.
Et tous ces discours-là, en fait, ils reflètent juste le fait que notre système politique n'est pas inclusif. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont exclus et qui, en plus, qu'on culpabilise pour être exclus. C'est-à-dire, on leur dit, c'est parce que vous n'êtes pas assez engagés, vous êtes trop cons, etc. Et ça, voilà, ça doit être, je pense, pour nous tous, un signal d'alerte quand on blâme une partie de la société pour ce qu'elle pense, pour ce qu'elle ne pense pas ou pour ce qu'elle ne fait pas. Ça veut dire que notre système politique ne va pas très bien. J'aimerais aller sur l'angle effectivement du RIC et de la démocratie directe. C'est très intéressant là ce que vous venez d'aborder. Allons sur quel est votre constat en termes, comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous trouvez que les gens font plus effectivement d'ateliers de RIC? Est-ce que vous trouvez qu'ils font plus aujourd'hui qu'ils arrivent à trouver des petites parcelles où on peut pratiquer de la démocratie directe, soit du RIC ou autre chose? Mais voilà, est-ce que les citoyens arrivent à contourner un petit peu le système établi, on va dire? Je pense que le niveau déjà de soutien des gens, il est très très haut. Je veux dire, une mesure qui, depuis aussi longtemps, enfin depuis qu'en fait on pose la question, c'est-à-dire 2011, on a quand même 75% des gens qui disent bah oui, c'est ce que je veux. C'est difficile d'avoir des niveaux plus hauts. Moi, le problème que je vois, il n'est pas tant chez l'engagement des gens, d'autant plus qu'ils font quand même face à un mur. Moi, je vois que même si les gens ne connaissent pas très bien, ils sont très favorables à l'idée d'avoir le contrôle sur la décision la plus importante. Ils trouvent que souvent ils disent je vois pas très bien comment ça marche, mais a priori c'est une très bonne idée. Donc ça, il y a ce constat-là. Nous, ce qu'on observe peut-être qui a le plus changé ces dernières années, c'est le fait que c'est un sujet qu'on ne peut plus éviter. Et ça peut faire l'effet, ça peut être l'effet de différentes choses. Ça peut être l'effet du fait que les gens en parlent de plus en plus autour d'eux, que c'est de plus en plus connu, qui font des ateliers constituants. Mais il y a aussi tout un travail qui a été fait de pression auprès des élus pour leur dire, voilà, il y a quand même là-dessus un vent qui a tourné. D'ailleurs, Raoul a ouvert la première chaire universitaire, elle est en France, qui s'appelle Démocratie directe comparée. Et voilà, c'est quand même amusant que c'est un système qui existe depuis le 19e siècle aux États-Unis et en Suisse, et que c'est seulement en 2026 qu'on ouvre vraiment, qu'on dit oui, c'est un champ de recherche, quoi. C'est quelque chose qui attire l'attention. Ça, on le voit évoluer, et c'est aussi quelque chose que j'ai envie de donner comme message d'espoir pour dire, en fait, la pression, elle marche. C'est un sujet sur lequel c'est quand même très, très difficile pour un élu de dire « je suis contre », d'autant plus avant une échéance électorale. Maintenant, ils sont de plus en plus cornérisés là-dessus. Donc, ils savent que ça existe, ils disent beaucoup de conneries dessus, mais avec la pression, on a quand même beaucoup plus d'ouverture. Alors, je ne dis pas que c'est magique, c'est fabuleux et tout le monde est pour. Je dis juste qu'il y a 5 ans, on ne nous recevait même pas. En fait, quand on était militant de la démocratie directe, on n'existait pas. C'était un non-sujet. Aujourd'hui, c'est un sujet. Quelle pression est-ce que vous pouvez exercer sur eux? J'ai du mal à voir les pressions que vous pouvez mettre sur les élus, justement. Nous, ça tombe bien parce que notre activité entre 2 élections, parce que aux élections aussi d'ailleurs, les candidatures qu'on fait aux législatives, présidentielles, ça a aussi évidemment pour but de lancer le sujet et de presser les candidats là-dessus. Nos interviews, on les fait pour dire, si tu achètes ce qu'on vend, nous, on te soutient, on retire, on se met ensemble et pouvoir le montrer à tout le monde. Donc, en fait, les pressions, c'est ça, c'est aller voir les députés. Donc, on a été invité pendant les 2 élections par pratiquement tous les groupes parlementaires, sauf celui de Macron. Mais ça, c'est pas des pressions, ça, c'est des discussions. C'est quoi la différence entre... C'est des discussions, sauf que, tu vois, le problème, c'est qu'il y a tout un monde qui est autour. En fait, on fait tout ce qui se fait classiquement, qui se nomme lobbying. On fait ça. Donc, il y a effectivement le fait d'aller parler, de se faire connaître, mais ensuite, le fait d'alpaguer certains députés par rapport à leur comportement, ce qu'ils ont voté, ce qu'ils n'ont pas voté, de publiciser un maximum ou les appeler tout simplement quand ils disent une connerie. On filme les rencontres, vous les trouverez sur le site. On fait des pétitions à l'Assemblée nationale pour les obliger à discuter de ça. On en a fait 4. Alors, ça se passe comme ça. On fait une première pétition.
si elle atteint les 5000, ils sont obligés de la discuter. Donc, ils l'ont discuté et on dit, c'est pas bien, on la classe. On n'est pas d'accord pour ça et ça et ça. Tous, ils étaient tous pas d'accord. Donc, on a fait une deuxième pétition dans laquelle, cette fois-ci, on dit, vous avez fait telle et telle objection, alors on va changer notre proposition comme ci, comme ça, pour qu'elle soit plus acceptable à vos yeux. Et donc, la deuxième fois, il y avait certains qui s'aperçoivent que c'est une deuxième pétition, d'autres qui se disent, et c'est tout en direct, encore une fois, on peut aller voir, mais ils n'avaient pas déposé déjà une pétition, hein, c'est encore la deuxième, donc ils n'ont pas compris le principe, mais les autres leur expliquent. Donc, on voit qu'il y a troisième pétition, toujours pareil, on a repris encore les objections, donc ça se passe comme un… Et du coup, et pendant ce temps-là, on va voir les élus, donc ceux qui nous reçoivent. Donc, de la première à la troisième, on a déjà des groupes qui soutiennent, qui ont soutenu la pétition, qui ont été contre la classée. C'était unanimité, maintenant c'est 70%. On peut avancer encore les choses. Et par ailleurs, cette activité a fait que quand les gens s'intéressent au RIC par hasard, ils viennent nous demander des choses. Et depuis donc les Gilets jaunes, depuis qu'on est là, il y a eu, tu sais, le RIC, il suffit une loi à changer. C'était pas compliqué, ça, on essaie de marteler ça. C'est pas la grande révolution. Juste on inverse. Il y a l'article 89, il y en a qu'un qui dit comment changer la Constitution, on inverse la hiérarchie. Les citoyens sont au-dessus, les élus sont au-dessous. C'est tout. C'est moins de 60 mots. Donc, cette loi, on l'a écrite, elle a été déposée 3 fois à l'Assemblée nationale par 3 groupes différents depuis 2021. Donc, en fait, on est sur… alors qu'avant, c'était 0 fois, n'est-ce pas? Avant, il y a eu des lois sur le RIC un peu législatif. Mais c'est important que ce soit constitutionnel parce qu'il faut une hiérarchie, non? Ça, c'est le point important. Il faut que les citoyens comptent plus, n'est-ce pas? Et donc… ça a été… Et donc, ils le font. Alors, la dernière fois, c'est la première fois que c'est rentré dans une niche. Il se trouve que c'est les écolos qui l'ont fait. Moi, j'avais une question, parce que là, si je comprends bien, tu parles de la niche du groupe écologiste et social, je crois, avec la députée Marie Pochon que vous avez rencontrée, avec laquelle vous avez constitué, qui a déposé une loi qu'elle a réussi à faire passer et qui allait être débattue pendant la niche parlementaire de son groupe. Son groupe décide de ne pas la mettre en numéro 1, donc du coup, elle ne passe pas au débat. Est-ce que vous avez prévu d'inviter Marie Pochon en débat sur Solutions démocratiques pour voir qu'est-ce qu'elle va faire de sa proposition de loi avec le candidat qu'elle soutiendra peut-être au présidentiel? Oui, alors on est en contact avec elle parce que maintenant on a assez discuté, mais pour l'instant, ce qu'on voudrait, c'est interviewer la candidate des écolos. Tondelier. Donc cette députée-là sera derrière la candidate écologiste. Toujours, parce que c'est le groupe écolo, donc ils se soutiennent. Ouais. Et du coup, Marie Pochon a dit qu'elle veut bien faire l'interview, mais effectivement, elle ne peut pas engager son parti. Donc, on va essayer de passer directement par la candidate. Si on n'y arrive pas, on invite Marie Pochon, mais en tout cas, elle, c'est clair qu'elle a manifesté l'envie de continuer, mais c'est pas tellement l'obstacle. Il y a des obstacles. Par exemple, quelque chose qu'ils refusent de faire, c'est de discuter avec le RN. Oui, et les députés entre groupes, entre différents… Nous, on a fait déjà une émission avec d'ailleurs des connaisseurs, des spécialistes suisses pour comme ça, et Marie Pochon, histoire de… Elle est en ligne, cette émission, et tout le monde lui disait… Je crois que c'est… Oui, c'est ça, sur le YouTube d'Espoiric, vous pouvez la retrouver. Oui, il y en a 2 en fait, Espoiric et Solution, la même, donc elle est 2 fois en ligne. Et donc, tout le monde lui disait, mais en fin du 19e siècle, en Suisse, c'est passé le RIC grâce à une alliance entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et il faut ça, en fait. Il faut quelque chose de large. Et en fait, on a aujourd'hui des députés qui ne se parlent pas. Ceux de gauche disent que les RN, c'est des bandits. Les RN disent que ceux de gauche, c'est des bandits. Et donc, et nous, on était là, on a passé 6 mois à essayer d'organiser un dîner entre un député de la France Insoumise et un député LR. Impossible. Et pourtant, on vous maquille, comme ça, personne ne vous reconnaît.
mais ça, c'est typiquement une forme de pression à faire parce que, selon moi et selon nous, c'est vraiment l'esprit qu'amène le RIC, à part la loi précise. L'esprit qu'amène le RIC, c'est que tout le monde parle avec tout le monde et on décide tous ensemble. Et là, l'esprit qu'on a aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est des factions insupportables. Donc, je pense que c'est plus dur, c'est pas là. C'est-à-dire leur faire écrire, leur faire accepter la loi sur le RIC et la déposer en niche, ça va. On peut y aller tous les ans. Par contre, faire en sorte qu'ils se mettent à parler entre partis un peu opposés, ça, c'est vraiment l'étape qui nous manque. On y travaille, d'ailleurs. Vous êtes bienvenus aussi. Alors, du coup, pour revenir aussi, Romain, sur ta question de qu'est-ce que c'est le RIC concrètement et où est-ce qu'on peut mettre à d'autres endroits la pression, je pensais vous interroger sur... alors, dans une interview précédente, on a interviewé Fabrice Grimal qui anime une émission RIC sur Tocsin. De la même manière, il y a François Boulot qui vous a interviewé, Clara, qui sur sa chaîne Praxis fait des votes. Et il y a aussi, alors il y a Nexus qui fait des ateliers constituants et maintenant il y a un humoriste qui s'appelle Guillaume Meurice qui fait des émissions constituantes. Est-ce que, déjà, comment vous voyez ces différentes émissions? Est-ce que ça fait avancer le RIC quelque part? Et dans l'émission où on avait interviewé M. Grimal, il nous parlait de faire un RIC avec 1 million comme seuil de signature, que lui, dans son émission, c'est surtout le débat si on avait le RIC. Qu'est-ce que ces émissions-là permettent de faire avancer en termes de pression pour le RIC d'après vous? De toute façon, c'est un sujet qui meurt si on n'en parle pas. En fait, comme on le disait, les élites politiques ont plutôt intérêt à ne pas en parler plutôt que d'être contre. Ils vont tout faire pour l'invisibiliser. Donc, tout ce qui se passe pour le visibiliser est bien. Ça, vraiment, je pense qu'il ne faut pas hésiter, même s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se disent est-ce que moi, je lance un événement près de chez moi? Il faut le faire. Et je pense que c'est le bon moment de le faire. Là, on va par exemple avoir un événement à Bordeaux avec le mouvement constituant populaire, Espoir RIC et Solutions démocratiques. On fait un grand débat, une journée entière. Enfin, c'est pas à Bordeaux, c'est dans la région de Bordeaux. On s'est mis ensemble et on va discuter de ça. Il y aura des ateliers l'après-midi, des présentations le matin. Tout ça, c'est très bien. Je mettrai juste un point de bémol. C'est que aujourd'hui, comme personne ne se dit contre le RIC, il y a beaucoup de gens qui parlent d'autre chose en prétendant dire que c'est la même chose. Soit en n'étant pas très clair si c'est constitutionnel ou pas. Alors, ça paraît une marotte, mais en fait, c'est central parce que, comme Raoul l'expliquait, si ce n'est pas constitutionnel, ça veut dire que nous n'avons pas le dernier mot. Et en fait, on n'a pas l'impression, si on regarde nos amis italiens, que la démocratie marche mieux en Italie que chez nous. Et pourtant, eux, ils ont un RIC au niveau national, abrogatif, mais voilà, il y a des limitations de sujet. Ils ne peuvent pas voter sur les traités, ils ne peuvent pas voter en matière budgétaire, ils peuvent voter sur ce que leur concèdent les élus. Nous, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On veut vraiment inverser cette hiérarchie, c'est-à-dire faire en sorte qu'on n'est plus dans une position de subir. Donc, c'est vraiment la première question à poser, c'est de dire, mais dans votre RIC, on va jouer quel rôle, nous? On pourra faire quoi? On ne pourra pas faire quoi? Donc, ça, c'est très important. Le deuxième aspect, et c'est peut-être plus pour répondre sur ce que fait notamment des partis plutôt à gauche et la France Insoumise, c'est qu'ils aiment beaucoup souvent parler de la Constitution, mais parler du pouvoir constituant des gens, c'est autre chose. Il y a un petit pas qu'ils ne franchissent pas. Par exemple, on a envoyé beaucoup de messages à Guillaume Meurice pour dire faites enfin une émission de qualité sur le RIC, puisque, enfin, je le dis en toute amitié parce que tout le monde ne peut pas être spécialiste de tout, mais l'émission qu'il a fait autour de ces sujets, on a eu quand même quelqu'un qui a dit la démocratie directe, ça n'existe pas aujourd'hui. Alors qu'on a la Suisse qui est un pays frontalier. Donc ça veut dire qu'il faut aussi non seulement en parler, mais en parler bien, quoi. Inviter des gens qui savent la différence entre les différentes formes de RIC. Et il y en a plein. Il y en a plein. C'était aussi ce qu'on a voulu montrer avec le débat avec Marie Pochon. C'est qu'en fait, les personnes qui travaillent sur ce sujet, elles sont nombreuses. Il y en a beaucoup dans le monde francophone. Donc, il faut toujours se méfier. La première question à se dire, c'est est-ce qu'on va nous donner le pouvoir constituant? Et la seconde, c'est on nous parle de constitution pour nous parler de quoi, en fait? Pour nous parler d'ateliers, pour nous parler de constituants, pour nous parler des règles du jeu, quelle place va être faite à la démocratie directe? Tout ça, c'est quand même des choses un peu importantes parce qu'on va rentrer dans une échéance
Et ça, c'est quelque chose que vraiment je voudrais rappeler, parce que ce que j'ai vu en 2022, c'est que j'ai l'impression que loin des élections, on est tous très conscients des problèmes des élections. On se dit, on tiendra bon, on ne rentrera pas au bercail. Et après, et Raoul n'a pas éteint son téléphone, plus on s'en rapproche, et plus on panique. On dit, bah si, peut-être on va voter pour lui parce que j'y crois. Et là, on va rentrer dans la foire aux promesses et la foire aux discours qui sont très flous et qui n'engagent à rien. Donc, vigilance, quoi. On doit être prêt à dire, il n'y a pas, et je suis désolée de le dire, je ne suis pas sincère, il n'y a pas de personne sincère, il n'y a pas de personne intègre, il y a des personnes qui s'engagent de façon crédible ou pas. Et c'est ça qu'il faut vraiment regarder, précise et crédible. Emma, est-ce que tu as une dernière question sur cet entretien? Et je pense qu'on en refera là-dessus. C'est très intéressant. On va se faire une série pour voir comment est-ce qu'on peut mettre plus de démocratie directe. Et ça va prendre plusieurs émissions. Donc, je pense qu'on pourra faire plusieurs parties. Ce serait chouette, ouais. J'ai une dernière question un peu, on va dire, clin d'œil quelque part. En 2022, Frédéric Tadei avait invité Clara pour un débat sur que demandent les peuples. Et je me souviens un temps fort où il y avait eu un gros désaccord avec Emmanuel Todd sur le fait qu'il fallait d'abord sortir de l'euro ou savoir ce que le président voulait savoir faire pour l'euro avant de parler de démocratie directe. Et dans le débat, je me souviens avoir entendu Clara dire on vous enverra et la Constitution et notre livre pour voir si vos positions ont bougé. Alors ma question, c'était un peu est-ce que vous lui avez envoyé? Est-ce qu'il vous a répondu? Mais la question plus sérieuse derrière, c'est déjà, est-ce que vous, pour 2027, est-ce que vous seriez prête à redébattre Emmanuel Todd ou qui d'autre pour ouvrir le débat plus largement que les politiques ou que les candidats, qui pourrait être un débat. C'est vrai que je voulais vous demander aussi si vous débattriez Juan Branco, mais ça, bon, peut-être on en reparlera une prochaine fois. Mais quelle personnalité vous paraîtrait un débat, enfin, avec qui ça vous paraîtrait être un débat intéressant cette fois-ci? Je réponds en une phrase et Raoul élaborera parce que j'ai la réponse la plus facile. Nous, on débat avec tout le monde, on parle avec tout le monde. Donc, et d'ailleurs, on a un pôle au sein d'Espoirie qui est dirigé par Gaël. On l'a appelé le pôle VIP, c'est-à-dire toutes les personnalités du monde culturel, médiatique, politique, peu importe, avec qui pourraient être prêts à s'engager sur ces questions. Parce que dans beaucoup de pays, ça a bougé aussi parce que ces personnes-là ont pris leurs responsabilités et sont engagées, sont un peu frileux aujourd'hui. Donc, voilà, c'est vraiment, si vous ne nous voyez pas interviewer quelqu'un, c'est plutôt que cette personne ne souhaite pas discuter avec nous que l'inverse. Et voilà, et tu peux continuer. Par exemple, pour prendre un exemple que tu as pris, Emma, Juan Branco fait partie des gens qui on s'est connecté avec leurs équipes et les nôtres pour voir un peu, voilà. Lui, il ne veut pas un débat public, il veut un débat privé. Mais nous, on veut un débat public. Voilà. Donc, voilà. Et donc, ouvert, bien sûr, à Todd. On ne l'a pas envoyé à Todd, mais il faut dire que Todd, soyons clairs. Oui, on a oublié de lui envoyer, mais c'est pour ça peut-être Claire lui a envoyé, mais je ne suis pas sûr que... Parce que Todd est en bout de chaîne d'une approche là-dessus sur l'Europe qu'on galère un peu disons, à clarifier parce que il y a tout un énorme groupe dans lequel on peut nous mettre également, d'ailleurs, qui s'appelle les souverainistes, mais que le problème de cela, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Le postulat, c'est que l'Europe est au-dessus, nous sommes plus souverains et c'est à chaque fois, c'est le sujet. Donc, avant de convaincre Todd qui écoute d'autres personnes, il faudrait convaincre, par exemple, la Célino, avec lequel nous avons plusieurs fois discuté, discuté avec l'équipe pour avoir un débat et il ne veut pas l'avoir. Mais on a eu un fier représentant, très sympa d'ailleurs, et qui était un représentant de l'Alsace, c'est ça? Du Haut-Rhin, et qui est venu être interviewé par Clara. Et donc, on peut voir cette interview. Et à ce stade, c'est très clairement évident que les constituants, c'est pas leur truc. C'est pas leur truc. Ils disent il faut l'Europe avant le RIC parce qu'ils ne veulent pas le RIC constituant.
Grand débat, souveraineté populaire, souveraineté nationale, souvent, peut-être on y reviendra dans une prochaine émission. Avec grand plaisir. En tous les cas, merci beaucoup. Je note cette question pour la fin, parce qu'effectivement, c'est très intéressant. Et dans les mouvements rebelles, dissidents, on appelle ça comme on veut, il y a beaucoup de souverainisme qui revient. Mais peut-on être souverainiste si on refuse la démocratie directe? C'est une grande question. Je la note pour la prochaine fois. Poser le débat, je l'aime bien, celle-là. Oui, puisque du coup, comment est-ce qu'on fait vraiment à quel moment a-t-on une liberté, une assez grande liberté en société? On en reparlera la prochaine fois. On se refera une émission. Peut-être au studio aussi à Paris. Merci à vous trois d'être passés. Solutions démocratiques, on le retrouve où si vous voulez donner tous vos sites internet? On a un site internet, solutiondémocratique.org, vous le trouvez. Il y a .fr ou .org, je ne sais plus, mais les deux, on a le droit. Vous pouvez aussi accéder à la carte. En ce moment, on a un appel à fonds pour financer donc on a des secrétaires qui nous aident. On a eu des donateurs, des généreux donateurs, et du coup, ça nous a permis d'avoir des secrétaires qui collectent les parrainages. Donc ça, c'est hyper chouette. Et on a un appel aux dons pour refinancer une secrétaire. Il suffit de s'inscrire à les solutions démocratiques, il affiche tout de suite. Il suffit de s'inscrire, on a la newsletter. Donc, toutes les fois qu'on fait une campagne de dons, une demande d'activité, tout le monde peut y être. On a aussi, pour ceux qui aiment bien les chaînes YouTube, on a une chaîne YouTube, et il y a aussi celle d'Espoiric qui est très riche. Donc, sur YouTube, Espoiric, Solutions démocratiques, c'est très... il y a tous ces trucs aussi sur ce qui se passe au Parlement. Et sinon, il y a le livre qu'on a continué à écrire, et que là, on est en train d'en écrire un pour... à nouveau pour cette campagne-là, qui normalement devrait sortir en janvier. Et c'est parfait. Et le livre, bien sûr, on rappelle, pour que voter serve enfin, le manifeste pour une transition démocratique de Clara Heger. Et c'est aux éditions Talma. Et on rappelle à chaque fois de soutenir aussi les éditions Talma, puisqu'on peut avoir des auteurs libres et d'une autre qualité quand on a aussi des éditeurs qui arrivent. Il y a des médias alternatifs, mais il y a aussi des éditeurs courageux comme ça qui arrivent à tenir. Et vous pouvez les retrouver en général sur leur plateforme. C'est pas Talma Édition, c'est Novimondi, je crois, en général, si vous voulez retrouver notamment les livres de Clara Heger. Merci encore à vous tous, et à retrouver aussi les réseaux sociaux de Vigimedia. Vigimedia, il y aura une manifestation le 12 septembre d'ailleurs, je crois. Le 12 septembre à partir de 14h devant CNews. Voilà. Et Et jusqu'à quelle heure? 19h, généralement 19h30, 20h. On fait plusieurs grands médias, comme ça on va au pied de plusieurs pour essayer de leur dire ça ne va pas. Tout ce que vous évitez de dire, l'absence complète de pluralisme, de sujets sur la démocratie, par exemple, qui sont toujours proscrits. Le RIC, qui a l'air d'être un mot complètement absent des grands médias, mais alors d'une force qui est désespérante. Mais heureusement, il y a Nexus, donc merci encore. Merci à vous. Voilà. On n'est pas tout seul, il y a d'autres médias alternatifs, c'est ça qui est chouette, mais c'est quelque chose de très fort que tu rappelles, c'est effectivement les médias, et j'avais même pas pris conscience de ça avant que tu le dises, ils n'évoquent jamais la démocratie directe ou le RIC. Donc effectivement, avec le Gilet jaune, on en avait parlé. On ne reviendra même pas dessus. Café Nexus, tous les premiers samedis du mois, vous voyez l'adresse, n'hésitez pas à venir, 14 rue de Pâté, 14h-18h, si vous voulez faire des ateliers. Emma, notamment, on anime autour de tablés de démocratie directe, de comment est-ce qu'on installe le RIC aujourd'hui, même si on est dans ce soft totalitarisme. Donc, n'hésitez pas à venir. Et le magazine Nexus, bien sûr, est disponible. À Marseille, si j'ai bien compris, les cafés Nexus. C'est ça, voilà, mais je n'ai pas encore la date, là, donc je peux pas le dire tout de suite. On est en train de les mettre là, mais on aura une date d'ici vers la fin septembre à Marseille, c'est quasiment sûr. Soit quasiment après Café Nexus, Café des Possibles, on a des petites questions administratives. Bref, le magazine Nexus est disponible près de chez vous en kiosque et sur nexus.fr, n'hésitez pas à le retrouver. Merci en tout cas encore à vous d'avoir pris le temps, et on en refera parce qu'en fait c'est un sujet où il faut en parler pendant des heures et des heures pour arriver à épurer tout ce qui est possible de faire. Avec plaisir, merci à vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt.